Donc pour la suite, on va voir une présentation, on va rester dans l'esprit des grappes, de 2 stages en grappes du master IWS, Integrated Watershed Sciences. Donc ça va être 2 projets qui vont être présentés. On va juste intervertir l'ordre pour des raisons de planning, de disponibilité. Et je vais juste appeler Romain, si tu peux juste présenter ce que c'est un stage en grappe. Et ensuite, on parlera d'ERAS, puis d'études. Donc bonjour, merci Claire-Lise. Donc moi je suis Romain Devinel, chercheur à EVS, et donc je vais vous présenter les stages en grappe en master IWS avec une définition rapide. Qu'est-ce que c'est les stages en grappe? Donc déjà c'est c'est les stages de fin d'études du master IWS, Integrated Watershed Sciences. Et c'est essentiellement, ce sont des projets collectifs qui sont co-construits. Vraiment, la co-construction, c'est vraiment un terme qui est hyper important dans le montage de ces projets et aussi dans leur déroulement. Ce sont des projets qui impliquent des étudiants de différentes disciplines et qui travaillent sur des projets qui sont interdisciplinaires avec une co-construction donc, de cette problématique avec des partenaires non académiques. Et puis avec une équipe scientifique qui peut être assez large de la communauté H2O. Comment ça se monte? Il y a des appels à manifestation d'intérêt. Il y en a une récemment, visiblement pour les projets de l'année prochaine. Et ce sont vraiment des mises en commun, des discussions, des co-constructions donc, de ces projets. Donc, si vous avez des idées, si vous voulez co-construire avec des partenaires des projets pour les années futures. J'imagine cette année, pour l'année prochaine, c'est un peu court. Mais voilà. Cette année, on a eu 3 grands projets, 3 grappes, on va dire. Donc le projet TUF, avec un partenaire qui est le syndicat mixte d'Oulou. Le projet RAS, avec le SAGIRC. Et puis un projet sur les fermes urbaines mené à bien avec le CRMH. Systématiquement, cela implique plusieurs étudiants du Master 2 IWS, mais également, je sais que pour les TUF, on a eu aussi l'opportunité, la joie d'accueillir des Master 1 en écologie. Voilà. Et donc, je laisse la parole. Bonjour, c'est moi qui ne suis pas disponible après. Je voulais juste rebondir sur ce qui a été dit avant. Donc moi, je suis directeur d'un syndicat GEMAP, gestion de l'eau, des milieux aquatiques et prévention des inondations. Faut savoir que nous, dans notre travail, on nous demande tous les jours d'être interdisciplinaire. Et donc, si on arrive par tous ces processus à avoir des techniciens, des ingénieurs qui, lorsqu'ils font de la bibliographie, considèrent pas juste qu'ils ont à copier-coller des pages dans un rapport, mais qu'ils arrivent à exploiter la donnée, je pense que ce sera une grande révolution pour le monde du travail non académique. Voilà. Donc, je vais vous présenter une portion des choses sur un petit territoire qui s'appelle l'Eras, qui est un petit cours d'eau du bassin versant de l'Iseron. Alors, je crois que voilà. Donc, le bassin versant, il est représenté ici. Ici, vous avez l'agglomération lyonnaise, le Rhône et la Saône. Donc, on parle d'un bassin versant d'un petit affluent qui est un affluent de l'Iseron, qui est un des plus beaux cours d'eau du département, bien évidemment, comme tout le monde le sait. Et qui arrive en face du port sur la métropole de Lyon. Ce petit cours d'eau, il a un bassin versant qui fait de l'ordre de 3 km². C'est un bassin versant qui est dans l'agglomération lyonnaise, donc qui a été historiquement fortement urbanisé, anthropisé, avec toute une construction des bâtiments très forte. Donc là, on est sur la partie, on est sur cette zone-là, à ce niveau-là. On voit que dans les années 50, on était sur des champs, et que dans le temps, on a construit des maisons, on a construit des routes, construit plein d'infrastructures, d'imperméabilisation.
pendant lesquels on est venu fortement modifier et assainir le territoire, assainir au sens historique, c'est-à-dire qu'on s'est débrouillé pour que l'eau s'en aille de plus en plus vite de nos territoires, parce qu'on aime bien quand même avoir les pieds au sec quand on vit dans notre société. Donc on y a développé des réseaux routiers, des réseaux d'assainissement, historiquement un tout à l'égout, puis, enfin même historiquement plutôt des drains agricoles, puis des réseaux urbains, puis des réseaux pluviaux. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un cours d'eau qui commence ici, qui finit ici, et des réseaux hydrauliques anthropiques qui parcourent tout le territoire. Au niveau du cours d'eau en lui-même, le cours d'eau lui-même a été contraint, puisque sur sa partie haute, on voit là par exemple qu'il y a un mur latéral qui contraint le lit du cours d'eau, et sur la partie basse, on a un lit qui a été chenalisé par une canalisation en pavé, et qui permet au cours d'eau de passer au bon endroit pour surtout pas inonder le bâtiment, l'ensemble des habitations qu'on a réalisé un peu plus bas. Ça, c'est pour la partie anthropisation. Le fait est que, par contre, sur la partie haute de ce petit cours d'eau, on a une zone humide qui abrite la dernière population d'écrevisses à pattes blanches du bassin versant. L'écrevisse à pattes blanches, qui est une espèce protégée, qui a colonisé une petite portion de ce linéaire-là et qui arrive à subsister. Alors, elle arrive à subsister pour différentes raisons. Mais par contre, on sait aussi que le suivi qu'on en fait montre que la population elle est en déclin, notamment du fait du changement climatique qui augmente les assecs et fait que cette population elle a du mal à survivre, de plus en plus de mal à survivre. Voilà, donc du coup, sur ça, nous, on est venu solliciter H2O Lyon parce que on est dans l'idée à la base avec 3 idées, c'est d'avoir des gens qui regardent plutôt la géographie, l'histoire du site, comment il a évolué dans le temps, quelle est la typologie d'infrastructure qu'on va retrouver sur ce territoire et qui explique le déroulé de l'eau. Une partie hydraulique qui est plutôt sur lorsqu'une pluie tombe, par où va passer l'eau entre l'eau usée, le pluvial et l'urbain, et comment ça peut être modifié. Est-ce qu'on est capable de faire transiter aujourd'hui l'eau qui passe dans le réseau d'eau usée plutôt dans le ruisseau, ou inversement, et quel est l'intérêt dans tout ça? Et une partie plutôt biologie et vie d'écrevisse pour comment est-ce que l'eau qu'on va y mettre est compatible avec la vie de l'écrevisse? Est-ce qu'on ne va pas faire plus de mal que le bien vis-à-vis des polluants, vis-à-vis de la température ou de la nature des eaux? Et est-ce qu'on peut aussi développer d'autres actions que de l'infiltration pour faciliter la survie de cette espèce-là? Je pense que j'ai fini de dire ce que j'avais à dire. C'est à toi là. Tu appuyais où là pour avancer ici? Tu avances là, tu J'avance montres. là, je vais essayer. Ok, ça marche. On demande aux opérationnels comment ça marche. Alors ensuite, donc du coup, par rapport à ce que disait Romain tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en gros, par rapport à cette problématique-là, Mathieu a répondu donc à l'appel à manifestation, donc pour traiter les questions qu'il vient d'évoquer. Et donc on voit bien que cette démarche en grappe, c'est complètement, elle est inscrite dans l'ADN de l'EUR. C'est-à-dire que là, on est dans un cadre de formation par la recherche, puisqu'on va impliquer des étudiants en master qui vont s'attaquer à cette problématique majeure pour le site en posant là-dessus des questionnements scientifiques pour pouvoir apporter des productions exploitables par Mathieu par la suite. Voilà. Voilà, donc là, ici, vous avez l'équipe qui est mobilisée pour traiter ce sujet. Donc, vous avez l'équipe académique ici avec Frédéric Grandjean, donc, qui est de l'Université de Poitiers. Donc, ça permet aussi de collaborer, d'interagir avec d'autres périmètres. Donc, ça, je pense que c'est très important aussi d'avoir cette ouverture-là. Les 2 étudiants mobilisés ici, et puis les acteurs opérationnels qui sont... Donc c'est un collectif qui travaille ensemble avec des réunions d'avancement. Donc il y a vraiment beaucoup d'interactions. On est bien dans un contexte d'interdisciplinarité. Donc ce n'est pas une posture, quoi. On travaille ensemble pour une production collective. Alors les objectifs d'un point de vue scientifique, c'est vraiment, comme disait Mathieu, c'est de pouvoir caractériser l'abondance et la dynamique de cette espèce protégée
Et on sait très bien que l'hydrologie du site va avoir un impact sur cette abondance, sur cette dynamique. Donc là, naturellement, le croisement entre l'écologie, la biologie, la chimie et l'hydrologie, l'hydraulique est naturel. Donc on ne peut pas faire autrement. Voilà. Et puis, comme il le disait aussi, il y a cette dimension historique, géographique, avec cette urbanisation galopante. Hervé Piéguet parlait tout à l'heure aussi du changement climatique et de l'impact sur les ressources en eau, donc sur la circulation de l'eau, donc sur le cycle de l'eau. On se rend bien compte qu'il faut aussi repenser des aménagements hydrauliques qui vont permettre de restaurer l'habitat pour l'espèce qui est menacée. Voilà. Donc voilà les objectifs d'un point de vue scientifique en termes de caractérisation en utilisant une démarche scientifique qui va allier observation, ADN environnemental par exemple, on va en parler tout à l'heure, modélisation pour comprendre comment ça fonctionne et pouvoir orienter et accompagner Mathieu dans la prise de décision pour restaurer l'écosystème à ce niveau-là. Donc j'aurais pu rajouter ce que tu évoquais, la dimension historique, l'aspect géographique, donc clairement, mais sinon là ce que j'ai souligné c'est plutôt l'aspect éco-hydrologie, éco-hydraulique. Voilà. Donc avec les trois disciplines qui vont interagir ici de façon très très forte, avec en hydraulique, on en a parlé aussi tout à l'heure pour les inondations, la maîtrise des vitesses, des hauteurs d'eau, qui sont donc des foyers de vie pour cette espèce. Donc s'il n'y a plus d'eau, si tout est sec, on est dans un avènement des périodes caniculaires, forcément ça va perturber cette espèce. Donc il faut regarder comment est-ce que des aménagements qu'on peut apporter vont permettre de protéger cette espèce. Voilà un exemple. Alors ça, je ne sais plus si c'est toi ou si c'est un étudiant. Quel Mathieu? Parce que l'autre. Ok. Ça, il y en a deux. C'est l'autre jeune. Tu es jeune aussi. Hein. Voilà. Donc ici, on voit bien les lieux de prélèvement, justement, pour caractériser l'abondance, la dynamique de l'espèce protégée. Et aussi, vous voyez qu'il y a des parties canalisées, donc artificialisées, qui vont forcément impacter l'hydrodynamique de ce ruisseau. Voilà, alors en termes de résultats, donc je vais aller vite parce que du coup je commence à prendre goût là, bon, faut m'arrêter. Hein. Où est le temps? 1 minute, oula, ouais, d'accord. Voilà, donc du coup, distribution et dynamique, la modélisation qui va permettre justement de définir des indicateurs favorables pour l'espèce, voilà, clairement. Et puis, pour finir, les apports, la production collective. Donc, il y aura déjà les rapports de master, donc ça c'est très important. Et puis ensuite, des publications scientifiques, il y a des idées qui émergent. Donc, du coup, on a des réunions pour voir ce qu'on peut pousser plus loin. Et puis, bien évidemment, la consolidation du partenariat, EUR, H2O Lyon, SAGIRC, autour de ce projet des RAS, et puis le lien avec Poitiers, parce que Frédéric, c'est le dernier qui reste, qui connaît bien ces bêtes-là. Je ne sais pas s'il est venu. Voilà, c'est heureusement qu'il est là, parce que du coup, c'est le spécialiste des écrevisses. Voilà. Et puis tout ça en interaction avec un plan d'action pour les acteurs du territoire. Donc, si tu veux dire un mot là-dessus. Ouais. Juste dire que nous, acteurs du territoire, ce qu'on veut derrière, c'est une liste d'actions concrètes qu'on veut mettre en œuvre. Derrière, l'objectif, c'est vraiment d'agir. Je ne dis pas que dans le reste des cas, on n'agit pas, mais en tout cas, agir à court terme. Ça, c'est pour l'action à court terme. Je pense aussi que le lien recherche-territoire, il doit permettre aussi d'avoir une évolution des réglementations et une adaptation des manières dont on légifère dans notre pays qui renforce le côté territorial. Et donc, moi, je ne cache pas que, je vais vous la faire courte, mais en France, on a une grande directive qui s'appelle la DCE, une autre qui s'appelle la directive ERU, donc les cours d'eau et l'assainissement. Les deux sont censés un peu se parler, puisqu'ils ont des impacts les uns sur les autres. Par contre, quand on regarde la manière dont on crée nos indicateurs pour dire que tout va bien, ça ne marche pas. Les enjeux locaux sont mal pris en compte. Et donc,
j'espère aussi que par ce type de démarche, on arrivera aussi à développer cette sensibilité-là pour avoir une réglementation qui pousse à une meilleure prise en compte des milieux naturels dans la manière dont on travaille et on légifère. Et puis juste vite fait, je m'excuse, hein, je ne me suis pas présenté. Donc Ghislain Lipémé, je suis enseignant-chercheur à l'INSA de Lyon. Donc je me présente à la fin. Voilà. Me revoilà pour cette fois parler donc de la problématique des tufs, l'expansion des tufs dans le bassin versant de la Cuisance, dans le Jura. Alors les tufs, le gros carré bleu, là, elle ne les met pas forcément bien en valeur, mais qu'est-ce que c'est que ces tufs? Ce sont des concrétions carbonatées qui prennent plusieurs formes, des formes de cascades que vous pouvez imaginer derrière ici, et puis des formes de gourds qu'on peut voir ici dans le lit de la rivière. Le contexte du coup de cette étude, c'est finalement quelles sont les causes, les conséquences de ces entufements, hein, qui sont des processus qui sont totalement caractéristiques, naturels des systèmes karstiques. On a une dissolution du carbonate de calcium, du calcaire, dans les réseaux karstiques, dans les grottes, et puis dans les zones sources essentiellement, hein, on a surtout dans le Jura des formations qu'on appelle les sources pétrifiantes par exemple, hein, qui sont juste un concrétionnement qui se fait à l'air libre dans le lit de la rivière. Vous pouvez en voir ici quelques exemples avec la partie haute, la cascade des tufs dans la Cuisance, ici des gourds. Voilà, donc des zones qui ont été exploitées traditionnellement, hein, depuis très longtemps. Dans l'Antiquité, on a des traces, hein, dans les archives, sur des plans, une exploitation ancienne pour du matériau de construction, à la fois dans les zones de cascade ici, avec un matériel assez poreux qui pouvait être utilisé pour la construction de cheminées par exemple, ou d'encadrement de portes, et puis les zones plutôt ici dans les cours d'eau qui forment un travertin qui sont utilisés plutôt en pavement. Alors, c'est aussi des zones qui sont connues pour leur intérêt écologique majeur. Ce sont des zones qui sont souvent protégées, notamment par en fait l'habitat d'un cratonerion ici, un bryophyte, une mousse, qui vit en interaction en fait avec le tuf et qui favorise certainement en grande partie la production de ce tuf, cet encroûtement calcaire à la sortie des réseaux karstiques. Alors voilà, il y a beaucoup d'intérêts, il y a un intérêt écologique, il y a un intérêt touristique aussi. Visiblement, il y a eu une croissance énorme des visites touristiques sur ces sites, notamment après le Covid. Voilà, avec des problématiques liées justement au piétinement, à une abondance de public, du stationnement gênant pour les populations quelquefois. Et puis il y a une problématique, c'est que sur la Cuisance ici, alors que ces zones elles étaient connues en amont pour être justement avec ces concrétionnements, en fait visiblement dans les années récentes, on a une extension de ces formations vers l'aval, qui peut être appelée certaines fois, en tout cas localement, une dévalaison. En fait, ça, c'est une problématique notamment sur les habitats aquatiques, sur les populations piscicoles, parce qu'on va avoir finalement une homogénéisation des lits, un colmatage des lits, et qui va pouvoir poser des problèmes sur ces populations. Et puis, on va avoir un risque inondation qui va être accru ici, avec un exemple sur le Javel, un tout petit affluent de la Cuisance, qui, du fait du rehaussement du lit dû au concrétionnement et d'un linéaire fluvial très impacté par les ouvrages, peut causer à certains moments des inondations. Donc la question, là vraiment le contexte, c'est la nécessité d'analyser ces causes, les interactions et les divergences entre la dynamique du tuf, les habitats aquatiques et puis les activités humaines qui ont un impact et puis qui, en tout cas, aussi peuvent souffrir des conséquences de ce tuf. Alors, il y a une co-construction avec le syndicat mixte d'Oulou, hein, le SMDL, basé à Dole, et qui s'occupe là sur un territoire d'environ 300 km², sur la rivière du Doubs, de la Loue, 5 communautés de communes, il me semble. Voilà, et donc ils ont eu la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et risques inondation, sur ce domaine. Et en fait, on a voulu ensemble, hein, finalement, apporter de la connaissance scientifique sur les processus, sur l'impact sur les sociétés et leur interaction.
Et donc l'idée, c'était justement d'avoir cette approche interdisciplinaire avec ici le cofinancement de 3 étudiants en stage de master et pour nourrir les missions, les réflexions du syndicat. Alors voici l'équipe, les plus importants, les étudiants ici du master IWS, Rémi, Mathis, Almudena, l'équipe scientifique et puis nos collègues ici, gestionnaires du syndicat, Tom qui est présent aujourd'hui, avec qui vous pourrez interagir et qui m'aidera peut-être à répondre à des questions éventuelles, et puis Denis, son directeur. Voici ici un petit peu le système TUF, comme les étudiants ont pu l'illustrer, le réfléchir, notamment pendant leur enseignement TUE5 de l'année du Master 2 IWS. Et vous pouvez voir ici avec des codes couleurs, finalement, les grandes questions liées à ce développement TUF dans le réseau, et puis après les différentes approches qui peuvent être mises en place, et puis les interactions qu'il peut y avoir entre les différentes disciplines. Donc les Master 2, on a une approche en géographie sociale, des approches en géographie physique, en hydraulique, en modélisation, et puis on a eu la joie d'accueillir des stagiaires en Master 1, dont vous pourrez venir consulter le poster à 14h15 ou 14h30. Voilà, venez leur poser des questions. Ils ont des données, ils ont des résultats et ils ont un super poster à vous présenter. Voilà. Donc, niveau des différentes approches, de cette approche interdisciplinaire du sujet lié à la croissance du TUF, donc Almudena s'est chargé de mettre en place une approche sociale avec des questions liées à finalement comment les usages individuels, les pratiques locales de la gestion de l'hydrosystème finalement ont un impact sur l'évolution du TUF et comment cette évolution du TUF a aussi un impact sur ces populations, sur ces usages. Elle a travaillé à partir d'entretiens, de questionnaires, de recherches en archives et elle arrive pour l'instant à mettre en place d'illustrer finalement les jeux entre les acteurs, d'illustrer les perceptions justement des populations, les usages et voilà. Mathis, lui, s'est intéressé à une approche spatiale et physico-chimique du processus de concrétionnement du TUF, avec l'illustration, la cartographie des formes, des morphologies, la topographie du lit fluvial, et puis de la mesure du suivi finalement des paramètres physico-chimiques de l'eau qui permettent d'expliquer un peu justement le fonctionnement, la mise en place de ces différentes formes. Voilà, et puis aussi des petits tests de suivi un peu long terme avec des petits pièges à TUF dont on espère avoir des résultats futurs. Et puis Rémi, lui a une approche plutôt en hydraulique avec de la modélisation pour s'intéresser sur le Javel dont je vous montrais une illustration au début de ma présentation, sur finalement ce rôle du TUF sur le risque inondation, et ça c'est fait à partir justement de l'utilisation, de la mise en place d'un modèle 1D à base physique avec Céline qui est ici présente et pour voilà, essayer de voir en quoi l'encroûtement va générer des risques d'inondation accrus et en quoi aussi les ouvrages par exemple peuvent en partie aussi expliquer ce risque accru. Les résultats attendus, c'est une meilleure connaissance finalement du système TUF en lien avec les usages, les pratiques, les perceptions, en lien avec la dynamique spatiale et temporelle du processus, et puis aussi à voir avec les modélisations des écoulements et l'impact des ouvrages. Et puis finalement, pourquoi avoir une meilleure connaissance ? C'est aussi pour tenter d'anticiper son évolution future. Ce sont des processus qui sont fortement contrôlés par les paramètres physico-chimiques de l'eau, la température en grande partie, et donc quel est le devenir de ces formations, de ce système, avec un impact du changement climatique et puis environnemental à venir et déjà en cours. Et puis essayer aussi nourrir pour le syndicat de voir dans quelle mesure des remédiations éventuelles pourraient finalement aboutir à des succès ou en tout cas une restauration de certains des milieux. Voilà, pour la suite, bien sûr, pareil qu'avec Ghislain, des livrables, les rapports des masters, des rapports de stage, mais aussi finalement des retours d'expérience pour le syndicat, mais aussi pour les populations locales qui sont très demandeuses de retours sur cette rivière qu'ils connaissent, mais pas très bien. Et puis, consolidation du partenariat, avec, je vous ai dit, on a mis en place un début de suivi long terme, voir comment on va continuer tout ça, voir
Voilà, et puis éventuellement voir comment on va pouvoir valoriser cela avec des publications scientifiques. Et je vous remercie pour votre attention. Merci. Bonjour, merci beaucoup Romain, c'est Barbara, je ne sais pas si tu me vois. Et, merci à les deux présentations. J'ai une question un peu pour toutes les équipes encadrantes des deux grappes. Parce que je pense que de la part des praticiens, on a vu, ils sont venus voir l'EUR parce qu'ils avaient des besoins de connaissances. Je suis convaincue du côté des étudiants, on l'a vu tout à l'heure avec les stages, les thèses en grappe ou interdisciplinaires. Donc, l'avantage d'être dans cette démarche pour s'acculturer, pour utiliser des données nouveaux, etc. Mais du coup, pour le côté encadrant, quel est le retour sur investissement? Souvent, c'est pas tout le temps peut-être un terrain que vous aviez déjà ou des sujets que vous aviez déjà. Donc, est-ce que vous êtes convaincu de ça? Voilà, quelle est votre opinion sur les avantages de cette démarche? Je ne peux pas proposer une conclusion, hein, on est à mi-parcours, voilà. C'est stimulant, c'est excitant, et c'est vraiment très intéressant de voir qu'il y a une équipe qui se met en place, avec qui on communique, on interagit. Il y a des gens qui sont chauds dès le début, il y a des gens qui arrivent après et qui montrent de l'intérêt. C'est déstabilisant aussi parce que moi, typiquement, c'est pas du tout mes compétences directes, hein. Là, avec Mathis, on va s'intéresser à de la modélisation numérique des équilibres physico-chimiques dans l'eau. Il transpire, moi aussi. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de choses à faire, ça va être très intéressant. D'ailleurs, s'il y a des spécialistes de Frixi dans la salle, on peut en discuter, ça serait intéressant. Aidez-nous. Mais voilà, non, c'est très intéressant. Et puis les relations aussi avec le syndicat, hein. Alors, on n'est pas à côté, donc c'est pas, on se voit moins facilement que s'ils étaient à Francheville, ou voilà, ils sont à Arbois, c'est pas très loin non plus. Mais du coup, on interagit, on voit eux, on leur amène des informations, eux, ils nous aident, ils nous soutiennent, et puis ils montrent de l'intérêt pour ce qu'on fait, ce que font les étudiants. Et donc, c'est stimulant, en fait. C'est une très belle expérience pour l'instant. Je parle que pour moi, mais je pense que les autres aussi sont motivés. Merci beaucoup. Ma question, elle va dans la suite de celle de Barbara. Du point de vue des étudiants, est-ce que, honnêtement, on commence à sentir une formation atypique, une formation différente, ou est-ce qu'on est encore sur des masters assez disciplinaires et on a des stages, je parle de la partie stage, et où est-ce qu'on en est de cette culture pluridisciplinaire? Je n'ai pas assez de recul pour te dire, hein. Moi, c'est la première fois que j'interviens, mais je sens que c'est différent. Voilà, j'étais à l'étranger, je suis intervenu dans différents types de masters. Moi, j'ai l'impression que quand même, c'est un format qui est hyper original, et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se crée entre eux. C'est pareil, pour eux, ça les bouge aussi, hein, j'ai l'impression. Donc, c'est pas le format typique, le sujet avec un papier à la fin du master, et puis vas-y, continue. Ce côté-là, c'est même pour nous, hein, en tant que participants scientifiques, voilà, c'est déstabilisant à la base, mais je trouve ça très stimulant. Mais Ghislain, peut-être un retour différent? Oui, en fait, c'est atypique. Donc, je vais répondre directement. C'est atypique, c'est original par rapport à ce qui se fait habituellement. C'est la deuxième année qu'on le fait. J'étais déjà l'année dernière sur le sujet avec le grès et puis VRD, je crois, où justement il s'agissait de repenser l'aménagement en intégrant le cycle de l'eau. Donc, ce sont des enjeux majeurs aujourd'hui. Et donc, après, quand on parle de grappe, c'est vraiment un studio où là, il va y avoir des interactions. C'est très rare, ça. J'ai jamais vu ça, moi. Voilà. Après, bon. Donc, cette année, pareil, avec les syndicats, on est à chaque fois en interaction, en dialogue permanent. Déjà, il y a la co-construction. En général, ce que tu sais, toi aussi, c'est on lance un sujet, on cherche des gens, puis il y a des réponses et on analyse, on recrute ou pas. Là, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on fait un appel, donc tout de suite, on voit les acteurs qui sont intéressés pour venir nous rejoindre et travailler avec nous. Et à partir de ce moment-là, on co-construit. Et là, il y a des ateliers pour co-construire. Voilà.
pour converger vers une problématique. Hein. On a des besoins opérationnels, ensuite, qu'on traduit en questions scientifiques. Voilà. Donc c'est vraiment original et atypique, ça je peux répondre par rapport à ce que j'ai vu ailleurs, à ce que je sais. Voilà. Juste une phrase aussi pour dire, et c'est super intéressant aussi de voir que ils ont un vrai collectif. Les étudiants, ils sont pas situés ils sont pas dans les mêmes labos, donc ils sont pas sur les mêmes sites. Hier matin, pour aller faire un relevé sur le Javel, Rémi, Mathis et Almudena, les 3 étudiants sont partis à 6h du matin du LENA, et ils sont revenus avec la banane comme ça, après une journée de terrain, dans l'après-midi, hier, tous ensemble. J'étais super surpris de les voir tous les 3. Voilà, et en tout cas, voilà, c'est intéressant, c'est stimulant. C'est un vrai collectif. Oui, Marc Meyer, CEREMA. Moi, je voulais peut-être pas une question, mais témoigner en tant que bénéficiaire de ce genre d'approche et de travaux pour dire que nous, c'est absolument essentiel et indispensable à notre activité, à nos actions. Nous, notre boulot, c'est d'aider les territoires, les collectivités à s'adapter au changement climatique. Donc, on est tous les jours en train d'essayer, d'innover, de tester des choses. Et ce qu'on propose, qu'on teste, on a besoin de vos connaissances scientifiques, on a besoin de vos avancées scientifiques et techniques pour confirmer que nos idées sont bonnes ou mauvaises, pour nous en proposer même qu'on va aller tester et déployer sur le terrain. Et aujourd'hui, on est nous confrontés à un besoin d'accélération, d'aller plus vite. On n'a plus le temps d'avoir des travaux qui sont segmentés par discipline. On a besoin d'approches transversales. C'est vraiment notre quotidien et c'est pas si simple que ça, et donc tout ce que vous pouvez faire pour nous aider là-dedans, on est tous tout à fait preneurs. Juste pour l'illustrer peut-être avec un sujet qui se rapproche à l'eau, aujourd'hui on est sollicité pour finalement se servir de la nature en ville pour rafraîchir nos villes de demain. Mais cette nature en ville, elle ne rafraîchira les villes que si elle a de l'eau. Parce que c'est en évapotranspirant l'eau, notamment aussi avec l'ombrage, mais surtout en évapotranspirant cette eau que le végétal pourra rafraîchir. Donc on a des questions autour de eau et végétal, comment tout ça fonctionne. On a besoin de pouvoir démontrer que les solutions qu'on propose ont un effet, le dimensionner, le quantifier. Donc là on a des travaux, on essaye de démarrer des thèses et c'est pas toujours simple de trouver des partenaires qui acceptent d'être sur des approches multidisciplinaire. Donc plus vous en développerez, plus ce sera intéressant et important. Et donc vraiment merci.